Je vais appeler Jean-Marc Governatori, qui je crois nous a rejoints. Merci Jean-Marc d'être venu. Vous venez de Nantes, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Et donc c'est pour ça que c'est à la fin que vous intervenez et on s'est évidemment adapté à vous. Regardez la caméra si vous voulez bien. Jean-Marc Governatori, on commence à le voir un peu partout, mais pas partout parce que justement il y a un problème. Mais on va en parler dans un instant. Vous êtes fondateur du parti Écologie au Centre. Vous êtes candidat tête de liste Écologie au Centre aux élections européennes. Et c'est vrai qu'en début de séquence, on voulait parler un peu évidemment d'actualité et des élections européennes. Écologiste, mais les écologistes, c'est Europe Écologie Les Verts, non ? C'est en partie Europe Écologie Les Verts, mais c'est aussi Écologie au Centre. Mais je voulais préciser à tout le monde que je viens de Nantes parce que j'étais en conférence de presse à Nantes. Parce qu'en fait, j'habite à Nice. Et si j'étais arrivé, si tu m'avais posé une question hier soir, je venais d'Annemasse. Puisque donc j'ai la chance de pouvoir multiplier les conférences de presse dans toute la France sur le sujet de l'écologie centrale, puisque je pense que l'écologie, comme l'air, comme l'eau, n'est pas à gauche, n'est pas à droite, elle est forcément centrale. Et c'est un sujet qui nous concerne tous, puisque j'ai démontré dans mes ouvrages que écologie égale pleine santé, que écologie égale plein emploi, et que écologie égale santé financière de nos pays et de nos entreprises. Donc c'est ça l'écologie. Tout à fait. En quoi votre écologie est-elle, comment dire ? Souvent on a une perception de l'écologie comme étant punitive, comme étant une contrainte. Est-ce que vous, votre programme de tête de liste Europe Écologie au Centre pour les élections européennes, est-ce que vous promettez aux Français de la contrainte ? Si l'écologie était une contrainte, le code de la route est une contrainte. Heureusement qu'il y a des feux rouges, des feux verts, des sens interdits. Sinon, il y aurait encore plus de bouchons dans nos villes. Donc, il est normal qu'il y ait des règles. Mais en fait, quand on connaît le sujet, j'ai la chance d'avoir un parcours très divers puisque je viens du monde de l'entreprise où j'ai eu quelques réussites. La base d'une politique, en fait, et qui nous concerne tous, c'est une politique de santé. Et c'est vrai que personne ne le sait, mais ce qui coûte le plus cher aux entreprises, ce qui coûte le plus cher aux ménages, ce qui coûte le plus cher au monde, 10 000 milliards de dollars, c'est le premier budget mondial. Ce qui coûte le plus cher à l'Europe, ce qui coûte le plus cher à la France, c'est la maladie. 300 milliards d'euros par an pour notre pays. Et en fait, quand on pratique une politique de santé, c'est-à-dire l'éducation à la santé et la réduction des pollutions, vous trouvez des marges de manœuvre financières immenses qui peuvent être donnés aux entreprises pour mieux recruter, qui peuvent être donnés aux personnes handicapées qui en ont besoin, aux femmes seules qui élèvent des enfants, pour évidemment la transition énergétique. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de solution à rien du tout s'il n'y a pas une politique de santé. Et malheureusement, les politiques conventionnelles sont dans une solution avec une politique de la maladie, c'est-à-dire qu'on essaye de soigner. Et la vraie écologie remonte en amont. C'est-à-dire qu'elle remonte aux causes pour essayer de ne pas tomber malade. Et là, vous avez des sources financières colossales qui servent en fait à résoudre tous les problèmes, comme je l'ai démontré dans mes ouvrages. D'ailleurs, j'ai vu que dans vos différents documents de campagne, il y a un cœur. Alors le cœur, c'est la santé, mais c'est aussi des valeurs, évidemment. Deux petites questions. J'étais très surpris en préparant cette interview. Vous n'êtes pas pour la voiture électrique. C'est étonnant pour un écologiste. C'est vrai, donc il se trouve qu'il y a des personnes qui vivent dans le monde parallèle et puis il y a des personnes qui vivent dans le monde réel. Et je prétends vivre dans le monde réel avec d'autres écologistes centristes. En fait, une voiture électrique, c'est une batterie électrique. Et une batterie électrique, ce sont des métaux rares, du cobalt, du nickel, du lithium, et tous des éléments qui, lorsqu'ils sont extraits, polluent l'air, polluent la terre, polluent les êtres humains qui les extraient. Et ensuite, la notion d'autonomie est très importante. Et l'autonomie, on ne peut la rencontrer que si notre pays fonctionne avec le minimum d'éléments qui viennent de l'extérieur. Et malheureusement, quand vous faites un choix politique sur la voiture électrique, c'est une décision géopolitique mauvaise, puisqu'en fait, vous dépendez de l'extérieur, puisque vous dépendez de la batterie. D'abord, les voitures électriques sont à 90% chinoises à cause de la batterie électrique, mais surtout, l'approvisionnement en matières premières pour la faire fonctionner vient de l'extérieur. Donc la solution, c'est évidemment de conserver les voitures thermiques avec une nouvelle carburation. Ce sont les agrocarburants de 3e génération, c'est-à-dire des agrocarburants qui sont faits à base d'algues et de déchets verts. J'expliquais dans mon livre, et je terminerai là-dessus sur ce point, qu'en fait, c'est très intéressant l'histoire de la vie sur Terre. Le plus ancien végétal terrestre, c'est l'algue.
Vraiment, c'est extraordinaire. Et en fait, toutes les plantes, tous les animaux, tous les humains ont tous un système immunitaire. Et l'algue a un système immunitaire unique. Elle a une capacité de reproduction extraordinaire. Elle a une capacité à rester en bonne santé extraordinaire. Donc en fait, si nous le souhaitions, si nous le décidions, si la puissance publique s'en emparait, elle pourrait produire en France facilement des milliers de tonnes d'algues sur des endroits très courts, très brefs, et en fait produire du carburant suffisamment pour les 30 millions de véhicules qui roulent tous les jours dans notre pays et tout type de véhicule qui est thermique, mais qui pourrait fonctionner à ce moment-là à partir de ces déchets verts et surtout des algues, qui est un produit miracle. Alors vous, dans votre programme, il y a une chose qui m'a surpris. Vous proposez, je crois que vous avez signé une tribune dans Forbes à ce sujet, aux ultra-riches, aux personnes les plus riches. Bon, peut-être qu'on pourrait l'étendre à tous les millionnaires et multimillionnaires. Il y en a quand même beaucoup, et heureusement, je pense, parce qu'à Opinion Internationale, on est très libéraux, au sens, à mon avis, noble du terme. Alors vous proposez aux personnes donc fortunées de s'investir dans l'écologie, de s'investir dans l'aménagement et le développement des territoires. Dites-nous en plus, et j'imagine que là-dessus, vous n'êtes pas d'accord avec Sandrine Rousseau. Ben, ça fait partie de nos nombreuses différences. Mais c'est remarquable que vous me posiez la question, puisque depuis le mois de septembre, j'ai fait 35 conférences de presse. Regardez la caméra. Et la 34e hier, donc la 35e c'était aujourd'hui à Nantes, et la 34e hier après-midi à Annemasse, la journaliste m'a posé la même question que vous, et c'est la seule personne avec vous qui me posait cette question sur les ultra-riches. Effectivement, je prétends que lorsqu'on vit dans le monde réel, on utilise les compétences. La compétence dans une entreprise, en tout domaine d'ailleurs, la compétence, c'est la base de tout. Et il se trouve que l'ultra-riche ou le milliardaire, donc dans notre pays, il y a en théorie 52 milliardaires, parce qu'en fait on ne le sait pas exactement, hein, mais dans notre pays, il y a une cinquantaine de milliardaires et 5000 ultra-riches. Dans l'Union européenne, il y a 600 milliardaires et 60 000 ultra-riches. L'ultra-riche, c'est une personne qui manie plusieurs centaines de millions d'euros. Et enfin, si ces personnes-là en sont arrivées là, c'est parce qu'elles sont ultra compétentes dans le management. Je les ai examinées, et c'est pour ça que Forbes m'a fait l'honneur de cette tribune. Et donc, je disais simplement qu'évidemment qu'il fallait utiliser leurs compétences dans la région de leur choix, puisque donc pas que leur argent, leurs compétences. Et leur argent, je m'en fous, c'est leurs compétences qui m'intéressent. Mais c'est important. Ah oui. Non, moi, c'est leurs compétences qui m'intéressent. Je viens du monde de l'entreprise où j'ai été nommé 2 fois meilleur gestionnaire de France, donc je connais bien le sujet. C'est toujours la compétence qui fait la différence, même dans un couple parfois, donc c'est vraiment capital. Et donc il y a 4 sujets clés que sont l'agriculture bio, les énergies renouvelables, la rénovation thermique et les systèmes d'échange locaux. Et en fait, si la puissance publique demandait à nos milliardaires européens, aux Français, quelle est la région de leur choix, là où ils sont nés ou là où ils résident? Donc la France, avec les DOM-TOM, c'est 18 régions. L'Union européenne, c'est 242 régions. Eh bien, je suis persuadé, ce sont aussi des papas, des mamans, voilà, des gens normaux comme nous. Hein. Mais s'il y avait une autre relation avec les ultra-riches, au lieu de les stigmatiser, de dire que ce sont des profiteurs, etc., sachant que fiscalement, ça ne sert à rien de vouloir les taxer plus, parce que leur terrain d'action, c'est la planète. Donc s'ils ne sont pas contents fiscalement d'un endroit, ils vont à un autre. Donc il vaut mieux coopérer. La coopération est souvent meilleure que la compétition, sauf en sport, vous avez raison. Et donc en fait, il faudrait leur confier dans une région de leur choix un élément important, l'agriculture bio, la rénovation thermique, dont ils s'occuperaient, ils en auraient la charge. Évidemment qu'ils n'ont pas la compétence, mais ils ont la capacité à recruter des compétences. Et donc une personne de cette nature qui a démontré sa compétence dans sa vie entrepreneuriale, eh bien, elle recruterait les bonnes personnes pour développer l'agriculture bio ou bien la rénovation énergétique ou les énergies renouvelables sur un secteur géographique donné. Et vous pouvez être sûr et certain qu'elle fera 1000 fois mieux que la puissance publique. Une dernière question, Jean-Marc Gobernatori. On ne paraît pas comme ça, mais vous êtes en colère. Parce qu'en fait, la raison pour laquelle je vous ai invité, c'est que j'ai été informé du fait que vous êtes dans les sondages depuis des mois. Alors, vous êtes en campagne depuis des mois. Vous avez dit 35e conférence de presse. Exactement. C'est cela. La presse quotidienne régionale parle de vous à chacun de vos passages. Et en fait, on ne vous voit pas sur les plateaux de télévision et de radio.
dans les émissions qui ont pourtant été conçues pour préparer les élections européennes. Donc vous êtes en colère. Et donc vous avez décidé d'adresser une lettre ouverte au patron des chaînes audiovisuelles, à la présidence également de l'ARCOM et à la commission d'enquête parlementaire qui travaille actuellement sur les renouvellements de canaux de transmission des chaînes de télévision. Alors, en quoi, selon vous, y a-t-il injustice au fait que vous soyez, comme vous dites, un candidat non télévisé ? Je m'en tiens au fait. Quand vous examinez la société européenne et quand vous examinez la société française, vraiment de façon très factuelle et très neutre, vous observerez qu'il y a impasse sociale, impasse financière, impasse sanitaire, impasse environnementale et des malheurs humains. C'est incroyable la souffrance qu'il peut y avoir, et ceux qui connaissent très bien le sujet savent que non seulement il y a en Europe et en France le malheur humain, mais il y a aussi le malheur des arbres. Et vous savez qu'un arbre qui souffre, c'est grave, puisqu'un arbre a fonction de capter le CO2 et d'émettre de l'oxygène, et qui le fait beaucoup moins en Europe et en France, parce que nos arbres sont en souffrance, par exemple. Et donc je me dis que c'est quand même incroyable que les chaînes de télévision, par habitude et par culture politique, reçoivent les candidats qui ont échoué. Puisque là, nous sommes en pleine candidature européenne. Vous savez que l'élu français qui coûte le plus cher à la collectivité, qui coûte le plus cher au contribuable, c'est le député européen. Il coûte 500 000 € par an. Et j'avais de la peine tout à l'heure quand on me disait le chiffre pour les sportifs de haut niveau, alors que c'est tellement dur de le devenir. Donc pour 30 000 ou 40 000 € par an, disait Michel. Donc un député européen, ça coûte une fortune. Donc je me dis que si pendant 5 ans, un député européen a gagné donc 500 000 € par an, multiplié par 5 ans, ça fait 2 500 000 € et qu'il n'a pas eu le résultat, c'est incroyable de le promouvoir. Parce que les plus grands experts vous nous expliquent qu'à un moment donné, nous allons être sur le point de non-retour. Antonio Guterres, le boss de l'ONU, nous dit que les deux sujets sont l'habitabilité de la planète et la survie de l'espèce humaine. On est donc tous concernés par l'action politique, parce que l'action politique, soit elle amène le bien commun, soit elle amène le mal commun. Et quand on examine la situation de notre société dans différents domaines, force est de constater qu'elle a amené le mal commun. Donc je me dis que l'innovation, ce n'est pas que la technique. Quelquefois, l'innovation, ça pourrait être aussi une nouvelle offre politique que je voudrais incarner. Écoutez, les élections européennes, c'est le 9 juin. Bonne campagne et je suis sûr que les télévisions finiront par vous. Mais je serai député dans cette semaine, cher ami. Eh ben, écoutez, je vous le souhaite pour l'écologie. Merci beaucoup. Voilà. Merci.